Elle porte encore sa robe de mariée quand il l'embarque sur sa moto, sous les yeux de 300 invités. Ce n'est pas un enlèvement, pas vraiment. C'est elle qui l'a payé pour ça. Sauf que lui ne le sait pas encore. Ce qu'il ne sait pas non plus, il vient de recroiser la seule femme qu'il n'a jamais réussi à oublier. Et il ne lui reste que 3 mois pour régler ses comptes avec elle, avec son passé, avec un père qu'il n'a jamais rencontré. Si tu apprenais qu'il ne te reste presque plus de temps à vivre, tu irais retrouver qui en premier ? L'histoire commence avec Haeju allongé dans la neige. Il veut vivre. Une femme court vers lui, hurle son prénom dans un ciel devenu presque blanc de froid. Elle s'appelle Jaemi. On revient en arrière. Haeju dirige une petite entreprise de services Kemoji mis sur mesure, un boulot qu'il aime vraiment, installé dans un bureau minuscule que sa propriétaire, Bong-suk, menace sans arrêt de lui reprendre. Son associé Gi-ho passe ses matinées à trier des demandes absurdes postées en ligne, avant même que Haeju n'arrive, en grommelant sur le loyer, tout en espérant secrètement quelque chose de plus intéressant que les corvées habituelles. En cherchant sa prochaine mission, une femme l'aborde et lui demande de l'enlever le jour de son propre mariage. Gi-ho s'y oppose. Le fiancé de la femme est un chef de gang, et c'est exactement le genre de boulot qui finit par tuer des gens. Mais Haeju accepte quand même, comme il accepte à peu près tout ce qui a l'air assez intéressant. Gi-ho passe les 2 jours suivants à vérifier nerveusement les verrous du bureau et à éviter les questions de Bong-suk sur pourquoi Haeju se comporte aussi bizarrement. Le jour J, Haeju débarque au mariage en moto, fait une roue arrière devant 300 invités sidérés et repart avec la mariée avant que qui que ce soit ne puisse réagir. En fuyant, l'esprit de Haeju revient malgré lui au jour où ses parents l'ont abandonné au bord de la route. La voix de son père lui disant tout net qu'ils n'étaient pas ses vrais parents. Le souvenir le frappe si fort qu'il perd le contrôle et fait tomber la moto, les 2 basculant dans un fossé. Il se réveille à l'hôpital et découvre que la femme a déjà disparu, direction l'aéroport. Il s'avère qu'elle a volé l'argent du chef de gang et organisé toute son évasion elle-même. L'enlèvement de Haeju n'était qu'une couverture pour sa propre fuite. À l'hôpital, Haeju apprend qu'il a hérité d'une maladie rare du cerveau, transmise par son père biologique. Il lui reste 3 mois. Des vaisseaux sanguins noués dans le crâne, capables de rompre sans prévenir, comme un morceau de gâteau de riz coincé dans une veine, explique le médecin. Une nouvelle si absurde qu'elle manque presque de le faire rire. Pendant ce temps, Jaemi, que tout le monde croit enceinte de 8 semaines, passe chez le bijoutier faire ajuster la bague de famille de sa future belle-mère, souriant pendant qu'on s'extasie sur le bébé à venir. Plus tard, chez la gynécologue, elle apprend la vérité seule. Elle traverse une ménopause précoce et cette grossesse qu'elle simule depuis des mois est la seule chose qui tenait encore son mariage debout. Peu après, submergée, elle s'effondre en public, en larmes dans une cage d'escalier où elle croit que personne ne peut l'entendre. À l'hôpital, Haeju tombe sur elle en pleine crise et découvre sa situation. On apprend qu'ils ont été ensemble 3 ans avant de rompre. Elle voulait des enfants, lui non, et aucun des 2 n'a vraiment tourné la page depuis. Chez ses futurs beaux-parents, Jaemi est terrifiée à l'idée que la famille découvre qu'elle ne peut pas leur donner d'héritier, regardant la matriarche s'extasier sur cet enfant à naître qui n'existe pas. Elle tente de s'enfuir dans la nuit, perd son courage au dernier moment et rebrousse chemin devant le portail. Le lendemain matin, elle fait bonne figure pour son propre mariage, pendant que Haeju décide de fermer son entreprise et de partir retrouver son père biologique, furieux du sort qu'on lui a réservé, sans plus rien à perdre. De son côté, le gangster refuse de croire que sa fiancée a tout planifié seule. Il part à la recherche de Haeju pour lui faire payer de lui avoir volé sa mariée, rassemble ses hommes, fait passer le mot dans toute la ville. Quiconque repère le kidnappeur doit l'appeler directement, pas de question, avant même que la police ne s'en mêle. Haeju débarque au mariage de Jaemi, bien décidé à la convaincre de partir avec lui, franchissant le portail sans plan précis, avec juste la certitude qu'il n'est pas prêt à la laisser épouser un inconnu. Le passé de Haeju prend forme. Ses parents adoptifs ont mis des années à concevoir, réussissant enfin par FIASPI après que son père se soit remis d'un cancer. L'attachement du père à son fils miracle devient presque obsessionnel les années suivantes, comme si vouloir quelque chose assez fort pouvait suffire à effacer la science derrière sa conception. Haeju est choyé, jusqu'à ce que son monde s'effondre à 8 ans, quand ses parents découvrent l'erreur de la clinique. Il n'est pas le fils biologique de son père, le résultat d'un flacon échangé par erreur des années plus tôt. Ses 2 parents le rejettent net, incapables de le regarder de la même façon, une fois la vérité connue, et après avoir tenu bon aussi longtemps qu'il peut, Haeju s'enfuit pour de bon. Des années plus tard, il utilise cette même histoire
pour forcer un médecin de la clinique à lui remettre des informations sur son père biologique. Moitié par besoin, moitié parce qu'il a enfin gagné le droit d'être furieux. De retour au présent, Hae-ju se présente au mariage de Jae-mi. Son fiancé, Eo Heung, entre et le trouve là, sans avertissement, sans plan, avec juste l'assurance habituelle de Hae-ju. Il ment, se fait passer pour un vieil ami d'orphelinat de Jae-mi, l'excuse, sortant sans la moindre hésitation. Pendant qu'elle essaie de le faire partir avant que Heung ne remarque quoi que ce soit, Hae-ju l'enlève quand même. Et dans la lutte, elle se cogne la tête contre l'encadrement de la porte et perd connaissance, le laissant la porter seule hors de la maison. C'est le chaos chez les beaux-parents. Un employé de la maison voit Hae-ju emporter Jae-mi et prévient la mère de Heung, la matriarche de la famille, qui mobilise instantanément tous ses contacts, envoyant du personnel dans toutes les directions avec des ordres secs. 2 groupes traquent désormais Hae-ju en même temps, la famille et un gang qui retient Ji-ho en otage pour lui faire cracher la position de Hae-ju. Les hommes de rang inférieur du gang se disputant sans arrêt pour savoir qui a laissé Gi-ho leur échapper 2 fois déjà. Pendant ce temps, Jae-mi multiplie les tentatives d'évasion, de plus en plus désespérées, presque comiques, toutes vouées à l'échec. En fait, c'est Beung lui-même qui la retient. Avant le mariage, il lui avait offert une paire de chaussures magnifiques et lui avait fait promettre de le laisser venir la chercher si jamais elle essayait de partir. Un petit geste qui pèse étrangement plus lourd que tout ce que Hae-ju lui a offert depuis leur retrouvaille. Hae-ju et Jae-mi s'arrêtent dans une petite ville pour se changer, où Jae-mi tente de joindre Heung depuis le téléphone d'un commerçant, cherchant son numéro de mémoire pendant que Hae-ju attend dehors, mi-amusé, mi-méfiant. Elle parvient à lui envoyer un message vocal révélant sa position, et Heung part seul, sans prévenir personne dans sa famille, poussé uniquement par la promesse des chaussures. Ils dînent tous les deux dans un petit restaurant où Hae-ju arrache discrètement un cheveu du propriétaire pour un test de paternité, via ses contacts habituels peu recommandables, le glissant dans sa poche entre 2 bouchées comme si de rien n'était. Ayant perdu son portefeuille, il convainc le patron de les héberger gratuitement pour la nuit, charmant sa sortie de la facture, exactement comme il charme sa sortie de tout le reste. En parlant, la conversation devient gênante quand Jae-mi avoue qu'elle a un jour voulu rester avec lui pour de bon, l'aveu lui échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. Quand Hae-ju s'endort, Jae-mi tente de se glisser dehors, mais s'arrête en l'entendant marmonner dans son sommeil de ne pas partir. Les mots pâteux, mais sans équivoque. Elle se rassoit près de lui à la place, le regarde dormir un long moment avant de décider qu'elle n'est pas encore prête à partir. Un flashback surgit. Hae-ju rêve des parents qui l'ont abandonné et de l'accident qui a révélé qu'ils avaient depuis longtemps refait leur vie avec un autre enfant. Il se réveille secoué, cache vite son trouble et, mi-blague mi-sérieux, attache Jae-mi pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir pendant qu'il est distrait. En organisant le test de paternité, Hae-ju découvre qu'il a 5 candidats potentiels, des hommes qui, des décennies plus tôt, ont donné leur sperme à une clinique de fertilité en difficulté en échange de pots de vin de laboratoires pharmaceutiques. Une liste d'inconnus, dont l'un pourrait détenir la réponse à une question qu'il a passé sa vie entière à éviter de poser à voix haute. De retour dans leur chambre, Jae-mi tente une nouvelle fois de s'enfuir, mais Hae-ju revient avant qu'elle ne puisse aller loin. Toujours mal à l'aise après son aveu, on apprend qu'ils se sont rencontrés le jour même où Hae-ju avait recroisé son ancienne famille. Touché par sa gentillesse ce jour-là, il l'avait retrouvée le lendemain à la crèche, où elle travaillait pour l'inviter à sortir. Le vrai début de leur histoire. Pendant ce temps, Heung se retrouve au commissariat à chercher Jae-mi, plaçardant la ville d'affiches avec son visage. Les gangsters, de leur côté, se rapprochent de Hae-ju après avoir localisé Gi-ho grâce à son téléphone. Au milieu de tout ça, Hae-ju découvre la vérité sur le patron du restaurant, son père potentiel, quand les fils de l'homme se disputent ouvertement l'héritage et l'avenir de l'affaire familiale. Le patron admet qu'il savait tout depuis le début, qu'il observait tranquillement la situation de loin, trop fier et trop fatigué pour parler plus tôt. Le résultat du test tombe, ce n'est pas lui. Hae-ju s'apprête à repartir avec Jae-mi, mais aperçoit Heung qui approche, juste au moment où la police et les gangsters convergent vers le restaurant de tous les côtés à la fois, toute la rue se remplissant soudain de gens qui veulent chacun quelque chose de différent de lui. La police arrête les gangsters pendant que Heung poursuit Hae-ju au volant d'une voiture de police volée, gyrophares allumés, sans plus vraiment savoir qui poursuit qui. Il est à 2 doigts de l'attraper, jusqu'à ce qu'il se tasait lui-même par accident et s'évanouisse sur le bitume. Hae-ju, submergé par sa propre maladie, perd connaissance au même moment,
Juste quand la police les rattrape enfin, les deux rivaux s'effondrant à quelques mètres l'un de l'autre. Hae-ju se réveille seul, aucune trace de Jae-mi. Heung est placé en garde à vue avec les gangsters. Un homme de la mère de Heung vient le récupérer au commissariat. Et il s'avère que Jae-mi a bel et bien choisi de rester avec Hae-ju. Elles fond en larmes, lui reprochant tout ce qui ne va pas dans sa vie. Le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, tout. Les accusations sortant sans filtre. Elle lui dit sans détour, l'un des deux doit mourir pour que l'autre puisse avancer. Un flashback ouvre cette partie de l'histoire. Heung est resté agenouillé 2 jours devant la maison de sa famille, suppliant pour avoir la permission d'épouser Jae-mi, malgré leur refus. Elle vient l'arrêter, désespérée d'éviter la colère de sa mère, trempée d'avoir attendu dehors elle aussi. Dans ce moment-là, Heung annonce à sa famille qu'ils attendent déjà un enfant, un mensonge inventé sur le champ, forçant leur bénédiction réticente et mettant en marche toute la fausse grossesse depuis le tout début. De retour au présent, Heung et Hae-ju sont tous les deux inconscients. Jae-mi s'excuse auprès de Heung en cachant Hae-ju, puis lui avoue qu'elle ne sait pas si elle trouvera un jour la paix en sachant qu'elle a mis fin aux 500 ans de lignée de sa famille. Elle appelle Heung, toujours au commissariat, dans l'idée d'avouer la vérité, mais Hae-ju arrive et l'entraîne avant qu'elle ne finisse sa phrase. Hae-ju convainc Jae-mi de continuer à voyager avec lui pendant qu'il cherche son père, tous les deux s'installant dans un rythme incertain de petites villes et de repas volés, aucun des deux n'étant vraiment prêt à donner un nom à ce que c'est devenu. Pendant ce temps, par l'intermédiaire d'un de ses hommes, la mère de Heung tente discrètement d'étouffer l'enlèvement avant qu'il ne devienne un scandale public et s'en prend à Jae-mi, plus préoccupé par la réputation de la famille que par le chagrin de son fils, traitant toute l'affaire comme un problème de communication à gérer plutôt qu'une crise touchant son propre enfant. Grâce à ce même homme, Heung découvre que Jae-mi lui a menti après avoir vu des photos d'elle en train de manger avec Hae-ju, les faisant défiler une par une avec une incrédulité grandissante, cette intimité facile, visible sur chaque image, plus difficile à nier que n'importe quelle explication qu'elle aurait pu donner. Il devient encore plus déterminé à les retrouver, finissant par suivre leurs traces à travers tout un réseau de caméras de surveillance recoupées sur la moitié de la ville, refusant d'abandonner même quand tout le monde autour de lui conseille de la laisser partir. À un moment ailleurs, Hae-ju et Jae-mi montent dans un train pour Busan. Hae-ju retire de l'argent liquide et par un message vocal de Gyo, apprend que le gang le traque désormais en même temps que Heung. Il détruit son téléphone pour couper toute trace, regardant les morceaux se disperser sur le quai comme s'il coupait un dernier lien avec son ancienne vie, et tous les deux prennent la direction des montagnes pour rencontrer le deuxième candidat qui pourrait être son père. L'homme et Jae-mi s'entendent tout de suite, Jae-mi se confiant à lui sur tout ce qu'elle traverse, sa condition, sa peur de ne jamais appartenir nulle part, pendant qu'il l'écoute sans jugement, comme personne ne l'a vraiment fait dans sa vie. Il la réconforte pendant que Hae-ju prélève un échantillon dans la pièce d'à côté, écoutant à travers le mur une conversation qui le rend presque jaloux d'un inconnu. Cette nuit-là, Hae-ju console Jae-mi qui pleure, tout en encaissant en silence un épisode douloureux de sa propre maladie qu'il continue de lui cacher. Le passé de Jae-mi se dévoile à son tour, ses tentatives répétées et échouées d'être adoptée enfant, regardant d'autres enfants être choisis pendant qu'on la laisse de côté, encore et encore. Cette absence de famille explique exactement pourquoi elle a toujours voulu devenir mère elle-même, un souhait refusé 2 fois. D'abord, quand Hae-ju a refusé d'avoir des enfants avec elle, puis quand elle a appris sa condition. Dans le présent, Heung et son garde du corps finissent dans un motel, où Heung finit par obtenir les coordonnées de Gyo après des jours de recherche acharnée. Pendant ce temps, Hae-ju se réveille en pleine nuit à la recherche de ses médicaments, les mains tremblant trop pour les trouver seuls. Le vieil homme, Jae-gun, le trouve le premier, lui tend ses médicaments et l'emmène au marché aux poissons à l'aube, l'appelant « fiston » sans la moindre gêne, se vantant auprès de chaque vendeur à portée de voix d'avoir un si beau garçon. Touché, Hae-ju laisse le moment le traverser, tout en se moquant du vieil homme à voix basse pour en faire un peu trop. Pendant leur absence, Jae-mi tente de partir une fois de plus en trouvant la maison vide, mais finit par rebrousser chemin. Ailleurs, Heung retrouve Gyo et lui fait clairement comprendre que Jae-mi a été enlevée, pas qu'elle s'est enfuie de son plein gré, refusant de croire à toute autre version des faits.
Ji-ho transmet l'information au chef du gang, qui reste déterminé à retrouver Hae-ju, peu importe quel camp la vérité favorise vraiment, et finit par indiquer à Heung la position de Hae-ju, jouant sur les 2 tableaux de la traque. Le lendemain matin, avant de partir travailler, Jae-gun dit à Jae-mi qu'il considère Hae-ju comme son fils, peu importe ce que dira le test de paternité, et lui demande de le convaincre de rester encore un peu, juste quelques jours de plus, sur le ton détaché d'un homme qui a déjà tout décidé sans demander la permission à personne. Plus tard, pendant que Hae-ju dort, Jae-mi sort cueillir des légumes sauvages et tombe nez à nez avec les gangsters dans la forêt, la forçant à fuir à travers les broussailles, guidé uniquement par l'instinct. Heung, non loin, croise les mêmes gangsters, manquant de leur tomber dessus par accident tellement il est distrait, ne pensant qu'à retrouver Jae-mi. Pendant ce temps, Hae-ju et Jae-mi découvrent que Jae-gun leur a volé leur argent, les forçant à fuir avant que les gangsters n'atteignent la cabane, n'emportant que l'essentiel et laissant le reste éparpillé derrière eux. Ils s'échappent juste au moment où Heung et le gang arrivent devant la maison, désormais vide, les 2 groupes se manquant de quelques minutes seulement. Sur la route, le résultat du test tombe et confirme ce qu'ils soupçonnaient déjà, que Jae-gun n'est pas son père non plus. Des indices trouvés dans son calendrier les mènent à un tripot de jeu sur les quais où l'homme révèle enfin sa vraie nature et tente de manipuler Hae-ju pour obtenir une dernière chance, un dernier prêt, une dernière excuse. Jae-mi s'interpose avant que Hae-ju ne fasse quelque chose qu'il regrettera. Quand elle lui demande si Jae-gun est vraiment son père, Hae-ju répond « non ». Il dit à Jae-mi de rebrousser chemin, prétextant que leur errance a cessé d'être amusante. Les mots déclenchent chez elle un débordement d'émotions, et il l'embrasse. Heung arrive juste à temps pour être témoin de la scène, son garde du corps essayant en vain de lui épargner la vue. Un peu de légèreté vient alléger l'histoire. Heung enchaîne une série de rendez-vous arrangés, désastreux, organisés par sa mère, chacun se terminant en humiliation comique, une boisson renversée, un silence gênant, une prétendante qui s'enfuit dès que les choses deviennent bizarres, avant de revenir sur son propre souvenir de sa rencontre avec Jae-mi, d'abord une simple gentillesse entre inconnus, devenue peu à peu de l'amour, sans qu'aucun des 2 ne voie les mois passés. Dans le présent, Hae-ju, Jae-mi et Hyung, se retrouvant tous les 3 sur le même bateau, sont pris dans une course-poursuite à grande vitesse avec le gang de Chil-seong le long de la côte. La poursuite se termine avec le bateau qui chavire dans une tempête, projetant les 3 sur ce qui s'avère être une île déserte. Heung avoue à Jae-mi qu'il savait déjà pour son infertilité avant tout ça, et que ça ne change rien pour lui. Il l'aime malgré tout, les mots posés simplement, sans effet de manche, exactement comme il l'a toujours aimé. Hae-ju, qui écoute à quelques pas de là, doit encaisser l'idée que l'amour de Heung pour elle est peut-être plus stable que le sien ne l'a jamais été. Une humiliation silencieuse qu'il garde pour lui. Sur l'île, les 3 se disputent d'armes pour le feu, la nourriture, et qui surveillent Jae-mi la nuit, la tension basculant sans arrêt vers la comédie plutôt que le drame, Heung qui perd des concours de pêche, Hae-ju qui boude à cause des rations, tous les 3 brûlés par le soleil, épuisés, et trouvant quand même le moyen de se chamailler comme un vieux trio marié dont personne n'a signé. Ils se battent pour la dernière couverture sèche, pour savoir qui a le droit d'allumer le feu, qui cuisine le plus mal, et pourtant, rien de tout ça ne reste jamais vraiment fâché longtemps. Les hommes de Chil-seong finissent par les retrouver. Dans la bagarre qui suit, Jae-mi se fait poignarder en protégeant Hae-ju. Une chaussure glissée contre son flanc absorbe l'essentiel de la lame, lui sauvant la vie. Mais pendant un long moment, tous les 3 la croient perdue. Ils sont secourus et amenés à l'hôpital. Heung refuse de quitter son chevet, même quand sa mère, Bam Hoja, lui ordonne de rentrer, passant la nuit sur une chaise bien trop petite pour lui. Hae-ju, sans aucun statut pour la réclamer, ne peut que la regarder depuis le couloir, faisant les 100 pas devant une porte qu'on lui interdit de franchir. De retour chez elle, Bam Hoja pose ses conditions à Jae-mi sans détour. Dès qu'elle sera assez remise pour marcher, elle devra disparaître de la vie de la famille pour de bon, sans exception, sans deuxième chance. Hae-ju, dans son propre geste de sacrifice, décide de disparaître le premier. Il annonce à Jae-mi, froidement, délibérément, que c'est terminé, qu'elle devrait aller vivre la meilleure vie encore possible pour elle, choisissant ses mots avec assez de soin pour qu'elle le croie vraiment. Elle ne le croit pas. Elle le retrouve debout sous la pluie, devant la vieille maison délabrée où ils vivaient autrefois ensemble,
trempé jusqu'aux os, ayant attendu qu'elle vienne le chercher exactement comme il avait toujours prétendu qu'il le ferait pour elle. Aucun des deux n'a besoin d'en dire plus. Ils retombent exactement dans ce qu'ils ont toujours été au fond. Sauf que désormais, une horloge tourne sur sa vie à lui, une horloge dont ni l'un ni l'autre ne parle, tournant tranquillement sous chaque blague qu'ils réussissent encore à se faire. Pendant ce temps, Bong-suk, qui s'est rebaptisé Juri depuis son ancienne vie, apprend le diagnostic de Hae-ju et en est bouleversé d'une façon que personne ne lui avait jamais vue. Hung, de plus en plus distant avec sa propre mère, commence à se détacher des obligations familiales qui pèsent sur lui depuis sa naissance, manquant des apparitions et ignorant des appels qu'il n'aurait jamais osé ignorer quelques semaines plus tôt. Hae-ju offre à Jae-mi un cadeau d'anniversaire, une bague forgée à partir de ce qu'il appelle, en plaisantant, un paratonnerre, puisqu'elle n'a jamais eu de véritable date de naissance enregistrée. Seulement le jour où elle a été abandonnée à l'orphelinat. Chez elle, pendant une cérémonie ancestrale formelle, Hung s'effondre en plein rituel, incapable de finir de lire la prière qu'il doit adresser à ses ancêtres, pendant qu'une tante nerveuse s'évente en marmonnant que quelque chose ne va clairement pas chez ce garçon. L'état de Hae-ju se dégrade brutalement. Il commence à s'effondrer sans prévenir, parfois en pleine phrase, les crises se rapprochant à chaque fois. Désespéré, Jae-mi retrouve le troisième candidat à la paternité, un cadre d'un laboratoire pharmaceutique, et parvient à obtenir un échantillon d'ADN par tous les moyens possibles, allant jusqu'à lécher littéralement la poignée de sa voiture quand rien d'autre ne fonctionne. Trop loin dans le désespoir pour se soucier de l'image que ça donne. Le résultat revient négatif. Hae-ju, à peine conscient la plupart du temps, survit à un arrêt cardiaque en pleine nuit à l'hôpital, entouré de machines et de personnel paniqués, pendant que Jae-mi attend dehors, incapable de faire autre chose que d'arpenter le couloir. Quand il se réveille, sa première pensée n'est pas pour lui-même. C'est une promesse de retrouver la vraie date de naissance de Jae-mi, quoi qu'il lui en coûte. Une promesse qu'il a déjà discrètement commencé à tenir avant même d'être totalement stable sur ses jambes. Hae-ju retrouve la mère biologique de Jae-mi et l'amène jusqu'à sa porte, puis repart avant qu'elle ne puisse même frapper pour lui laisser ce moment entièrement à elle, regardant de loin depuis la rue, plutôt que de s'imposer dans quelque chose qui ne lui appartient pas, sa voiture tournant au ralenti au coin de la rue longtemps après qu'elle soit entrée. Chemin faisant, Boo-moja finit par laisser partir son fils, à sa manière bourrue et détournée, lui disant d'errer aussi longtemps et aussi loin qu'il en a besoin, et de ne rentrer que le jour où il aura assez faim pour réclamer sa cuisine, ce qui se rapproche le plus chez elle d'un « je t'aime », dit à voix haute. Lors d'une marche hivernale ordinaire, Hae-ju s'effondre une dernière fois. Allongé dans la neige, du sang au nez, il repasse dans sa tête toutes les versions de ce moment précis qu'il a un jour imaginé, l'exaltation qu'il attendait, le soulagement, le calme, et découvre qu'aucune ne correspond à ce qu'il ressent vraiment maintenant, qui n'est pas de la paix du tout. C'est un besoin furieux, désespéré, de vivre, de tenir Jae-mi encore un peu, de l'aimer plus et plus longtemps que les 3 mois qu'on lui avait promis. Il pense à la bague paratonnerre à son doigt, au père du marché aux poissons qu'il a appelé fiston sans aucune raison, à cette famille qu'il a trouvée sans jamais partager son sang. Et réalise que rien de tout ça n'a jamais ressemblé à un homme qui regarde tourner une horloge. Ça ressemblait à un homme qui venait enfin de trouver quelque chose qui valait la peine de rester en vie. Quelque chose qui valait la peine de se battre contre le froid, contre le noir, contre son propre corps défaillant, pour le garder encore un peu. Jae-mi hurle son prénom, refuse de le lâcher, menace de le tuer elle-même s'il ose mourir sous ses yeux. Quelque part dans ce bruit, dans sa voix qui se brise sur son nom, il tient bon. C'est ainsi que se termine le drame. Pas sur une réponse, mais sur un dernier combat pour rester en vie. C'était le résumé du drama Mr. Plankton. Si cette histoire t'a marqué, reste encore avec moi. Il y a d'autres histoires qui sont dignes de ton attention. Donc, abonne-toi et on se retrouve dans le prochain résumé.